Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, chargé des relations avec les institutions, a officiellement installé ce matin les membres de l'Observatoire national de la communication ONC. Cette cérémonie qui marque la prise de fonction des membres de cette institution a été présidée par le président de l'Observatoire. Le compte rendu avec Nafissatou Yahya et Sadou Doumi. Je déclare officiellement installés les membres de l'Observatoire national de la communication et vous souhaite plein succès. Par ces mots, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, chargé des relations avec les institutions, installe officiellement les membres de l'Observatoire national de la communication, ONC. Investis le 21 novembre dernier, les membres de cette institution publique auront la mission de garantir la liberté de l'information et de la communication conformément à la loi. Vous avez en effet la lourde tâche de reconstruire une institution qui doit désormais veiller à l'équilibre, à la transparence et à la responsabilité dans le secteur de la communication. À ce titre, comme le rappelle l'ordonnance qui vous régit dans la mise en œuvre de vos attributions, vous devrez agir avec probité, professionnalisme et impartialité, piliers qui fondent toute autorité morale dans l'exercice de la régulation. Vous avez aussi l'obligation de promouvoir le pluralisme des opinions, de lutter contre la désinformation et les discours de haine, d'accompagner les médias dans leur mutation numérique, de protéger les droits du public à une information fiable et de qualité, et de préserver la liberté d'expression dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Pour mener à bien cette mission, plusieurs défis sont à relever, a souligné le président de l'ONC. L'institution qui nous a été confiée est malheureusement confrontée à des problèmes tels que l'insuffisance des moyens financiers et techniques, ainsi que le manque de personnel qui est le plus urgent à résoudre, car atrophiant ainsi l'élan de nos missions. En effet, notre véritable chantier, comme l'a dit M. le ministre garde des Sceaux, et la régulation de l'information avec l'avènement du numérique. C'est connu de tous que la viralité instantanée de l'information en ligne, vraie ou fausse, peut toucher des millions de personnes en quelques minutes. Bien avant qu'un régulateur n'ait eu le temps de la détecter, de l'analyser et d'y réagir. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, toute personne disposant d'un smartphone peut être une source d'information sans intermédiaire. L'anonymat et les faux comptes rendent difficile l'identification et la responsabilisation de l'auteur de la désinformation. Il faut également noter que les grandes plateformes du web sont des entreprises étrangères dont les serveurs et les sièges sont hors de portée de nos juridictions. Cela a pour conséquence, Monsieur le ministre, que le régulateur comme l'ONC ait un pouvoir limité, très limité pour imposer ses règles à ces géants. Soyez assurés d'une chose, l'ONC que j'ai l'insigne honneur de diriger ne sera ni un instrument d'oppression de la liberté d'informer, ni un mouchoir étouffant la parole, ni encore moins une instance qui va tolérer les coups de poignard portés dans le dos de la cohésion sociale, les diffamations abjectes ou le chantage sournois de cupides mercenaires tapis dans les lambris de cette noble profession qu'est le journalisme. Et c'est sur cette note d'espoir que le président et les autres membres de l'Observatoire prennent officiellement fonction ce mercredi 26 novembre 2025. Le procès en appel dans le cadre de la tenue du 6e congrès ordinaire de la CNT opposant le bureau exécutif de cette centrale au SUMAC a connu son épilogue cet après-midi. Ainsi, la justice donne raison au bureau confédéral de la CNT. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Dans une déclaration rendue publique la veille, les syndicats affiliés à la CNT, tout en apportant leur soutien au bureau sortant de leur centrale, avec à sa tête Halidou Moukela, ont exigé de celui-ci la convocation dans les prochains jours du congrès ordinaire.
Ces mêmes militants se transportent ainsi à la cour d'appel de Niamey afin de connaître l'issue judiciaire portant sur l'organisation de ce 6e congrès. Si vous vous souviendrez, le 10 novembre, le président du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, statuant en matière de référé et sur la demande du SOUMAC, a ordonné la suspension de la tenue du 6e congrès du CNT qui devrait se tenir le 27 et le 28 novembre 2025. Suite à cette décision, nous avions interjeté appel par devant le président de la cour d'appel, statuant en matière de référé. Et comme vous l'avez constaté avec moi, le président vient de rendre son verdict. Donc le président a déclaré recevable notre appel. Il a annulé l'ordonnance du 10 novembre 2025 du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Et au fond, le président a estimé qu'il n'y a pas matière à référer. Donc cela, en résumé, veut tout simplement dire que la suspension du congrès est annulée et que légalement, le congrès du CNT se tiendra, Inch'Allah, légalement le 27 et le 28 novembre. Ainsi, cette décision de justice se veut on ne peut plus claire. Les militants de la CNT se retrouveront aux dates prévues pour le renouvellement de leur bureau confédéral. Séminaire continental sur la formalisation de l'économie informelle. C'était le lundi à l'hôtel Noum en présence de plusieurs pays d'Afrique autour du thème « Faire progresser le travail décent grâce aux transitions vers la formalisation de la protection et l'économie sociale et solidaire pour ne laisser personne de côté ». Le résumé. Faire progresser le travail décent grâce aux transitions vers la formalisation de la protection sociale et l'économie sociale et solidaire pour ne laisser personne de côté, c'est le thème retenu pour le présent atelier de validation sur les approches innovantes pour promouvoir la transition de l'économie informelle en faveur du travail décent. Ce séminaire qui a enregistré la présence de plusieurs pays d'Afrique est une opportunité pour les travailleurs, les entreprises et pour l'économie nationale. La coopération de plus de 25 ans avec l'ACV, CSC et Solidarité mondiale, ça a contribué au renforcement des capacités de toutes les organisations sur le plan africain, notamment la Confédération nigérienne du travail, et en témoignent les résultats obtenus par la Confédération nigérienne du travail CNT aux élections professionnelles. Et tout ça, vraiment le renforcement des capacités de la CSI et des organisations partenaires qui, au lendemain de la création de la Confédération syndicale internationale en 2006, avait décidé d'épauler toutes les organisations de l'ancienne ODESTA. 2 points essentiels ont été soulignés par le représentant de WSM, M. Mouchia Kabamba, après son mot de bienvenue. Ensuite, c'est au tour du coordinateur des activités continentales Afrique ACV, CSCI, d'édifier l'assistance sur l'économie informelle. Aujourd'hui, plus de 80% d'emplois en Afrique se situent dans l'informalité, dont une majorité est occupée par les femmes. Cette réalité n'est pas une statistique, elle est une réalité humaine, sociale et politique. Elle signifie l'absence de la protection sociale. Elle signifie aussi revenus instables, vulnérabilité face aux crises, invisibilité dans les politiques publiques, impossibilité de jouir pleinement des droits fondamentaux au travail. Ce constat nous impose une évidence. La formalisation de l'économie n'est pas un luxe administratif, mais une obligation morale et une condition de justice sociale. L'économie informelle représente pour des millions de personnes en Afrique une source de subsistance, un espace d'innovation et un pilier de vitalité économique. Notre thème nous rappelle une chose essentielle. Le travail décent ne peut progresser sans des droits garantis, un accès équitable à la sécurité sociale
des institutions capables d'accompagner les trajectoires économiques et un environnement propice à l'émergence des modèles solidaires et durables. Un séminaire apprécié à sa juste valeur par la coordinatrice du programme protection sociale et équité dans son discours d'ouverture. La CSI Afrique est soucieuse de renforcer les capacités de ses affiliés afin qu'elles constituent des forces de proposition et de construction. Elle continue donc à chercher les meilleures stratégies d'y arriver. La promotion du travail décent est aujourd'hui un impératif incontournable pour les pays qui aspirent à un développement inclusif et durable. La moitié de la population active au niveau de l'Afrique est encore dans l'informalité. Sans accès à une protection sociale adéquate et en dehors donc des cadres de régulation qui garantissent des conditions de travail sûres, décentes et justes. 3 jours d'échanges fructueux ont permis aux participants à ce séminaire de marquer une étape importante dans leur engagement commun pour un travail décent, une inclusion accrue et une économie plus résiliente. Des experts de la FIFA ont du 22 au 24 novembre 2025 séjourné au Niger dans le cadre d'une mission de suivi trimestriel du programme Football for School. Plusieurs activités ont été menées par cette équipe durant ces 3 jours où d'ailleurs il tire un bilan positif. Le compte-rendu avec Ismaël Moumouni. La formation des 50 professeurs d'EPS de la capitale ainsi que des visites dans les écoles pilotes, notamment le CG4 et le CG Talaye à Niamey, puis les écoles Boukar et Bouyaki dans la région de Dosso, compte parmi les principales activités menées par les experts de la FIFA dans le cadre de la mission de suivi trimestriel du programme Football for School. Partout sur le terrain, les experts ont constaté l'engagement et la volonté des Nigériens de réussir ce défi. Ils ont d'ailleurs trouvé les acteurs en pleine mise en pratique des enseignements reçus, ce qui témoigne du dynamique local autour de ce programme éducatif. Ce qu'on a enseigné aux enseignants, maintenant ils appliquent comme on a demandé parce qu'on a vu des exercices de valeur et aussi les enfants sont fiers, même si tu leur demandes ce qu'ils ont appris et te dit des thèmes et comment on les fait à travers ces compétences techniques, parce que si on parle de tes compétences techniques, c'est jouer au ballon comme on l'entend, mais maintenant pour le Football for School, la spécificité, c'est les compétences physiques qu'on augmente dans les compétences techniques. Et aussi, je suis fière en tant qu'une femme qui est venue représenter le département du football féminin. J'ai vu beaucoup de jeunes filles et aussi beaucoup de femmes qui s'intègrent, qui participent, les femmes qui inspirent aussi ces enfants et aussi ces jeunes filles-là, elles sont fières. Même les garçons. Cette visite marque la fin de la mission de la délégation de la FIFA au Niger, une mission qui, selon eux, a pleinement répondu à leurs attentes au regard de son bilan positif. En tout cas, je suis fière. C'est un programme pilote, bien sûr. Le Niger est un pays pilote, mais ça nous montre que on a encore une fois, on a envie de continuer dans d'autres pays parce que c'est possible. Et aussi vous donner assez de matériel comme la plupart des directrices ont demandé ça et aussi accompagner ces enfants parce que l'objectif de la FIFA c'est accompagner ces enfants parce que le football change de vie à travers ce football. Tu peux devenir des administrateurs, des joueurs professionnels, etc. C'est le sourire aux lèvres que la délégation a quitté le Niger tout en félicitant la Fédération nigérienne de football FENIFOOT pour le remarquable travail accompli dans la mise en œuvre de cet outil éducatif qu'est le programme Football for School. Place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique juridique dont le numéro d'aujourd'hui traite des juridictions des mineurs. C'est un thème abordé par Nani Soli Aboubakar Sidikou. Il est juge des mineurs.
très bonne réception et au revoir. Les juridictions des mineurs ont été créées au Niger pendant la transition militaire de 1999 par l'ordonnance numéro 99-11 du 14 mai 1999. Donc cette ordonnance-là de 1999, c'est elle qui a créé pour la première fois les juridictions pour mineurs au Niger. Donc après un certain nombre d'années de mise en œuvre, donc un certain nombre de lacunes et de difficultés ont été relevées dans son application. Et c'est ainsi qu'en 2014, donc plus précisément le 20 novembre 2014, une nouvelle loi a été adoptée, donc la loi 2014-112, et qui a abrogé donc l'ordonnance de 1999. Donc aujourd'hui, le texte de référence qui régit donc les juridictions pour mineurs au Niger, c'est la loi 2014-72 du 20 novembre 2014. Voilà donc pour ce qui est de la présentation. La juridiction des mineurs. Le juge des mineurs, il a une double casquette. Il a des attributions en matière pénale et des attributions en matière de protection. En matière pénale, le juge des mineurs, s'agissant des faits qualifiés de délits, donc lorsqu'un mineur est en conflit avec la loi qui est poursuivi pour des faits qualifiés de délits, c'est le juge des mineurs qui est saisi et c'est lui qui instruit, qui fait les actes d'instruction. Il fait office de juge d'instruction, il instruit le dossier. Et c'est le même juge, donc après l'instruction, s'il estime que le fait reproché au mineur, il y a des charges contre lui, donc il prend une ordonnance, il les renvoie devant le tribunal des mineurs qu'il va présider pour les juger. Maintenant, en matière criminelle, donc lorsque les faits reprochés aux mineurs sont qualifiés de crimes, donc là, c'est le tribunal des mineurs collégialement composé qui est présidé par le président du tribunal et d'un juge du mineur et d'un autre juge. Donc c'est un collège de 3 magistrats, y compris le juge du mineur qui a instruit le dossier, donc qui juge le dossier. Donc voilà, en matière pénale, les attributions du juge des mineurs. Il est juge d'instruction à ce qui concerne les dossiers impliquant des mineurs et il est aussi juge de jugement pour les affaires correctionnelles. C'est lui-même qui représente la juridiction des mineurs. Maintenant, pour les affaires criminelles, il complète le tribunal des mineurs qui est présidé par le président du tribunal. Maintenant, l'autre volet de ces attributions, c'est en matière de protection. Donc là, c'est une innovation. Donc lorsque vous prenez la loi de 2014, notamment à son article 37, dispose que le juge des mineurs, il est compétent pour prendre des mesures de protection lorsqu'on est en présence du cas d'un mineur en danger. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mineur en danger? La loi a défini, donc 2014-112, a défini ce qu'il faut entendre par mineur en danger. Un mineur en danger au sens de la loi, c'est un enfant dont la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions de son éducation sont gravement compromises. Donc lorsqu'on est en présence d'un enfant qui se trouve dans cette situation, eh bien le juge des mineurs, il est compétent pour prendre une mesure de protection. Donc il peut prendre par exemple un enfant c'est pas qui s'adonne dès le bas âge à la consommation des stupéfiants ou bien qui passe la nuit dans la rue, il est en danger parce qu'il peut être exposé à toutes sortes d'accidents de circulation et consorts ou des problèmes de santé. Donc là, le juge des mineurs peut prendre une décision. Si par exemple les parents sont divorcés, il peut décider, après enquête sociale, décider par exemple si l'enfant est avec la mère, les retirer donc de la mère pour le confier au père ou bien le placer carrément dans un centre d'accueil ou bien le confier à une personne digne de confiance. Donc ça fait partie des mesures de protection que le juge des mineurs peut être amené à prendre. Maintenant, qui sont les personnes qui sont habilitées à saisir les juges des mineurs en matière de protection? Donc la réponse se trouve dans l'article 36 donc, de la loi 2012 qui dispose, je cite, donc il y a parmi les personnes qui sont habilitées à saisir les juges des mineurs et pour un dossier de protection, pour une mesure de protection, il y a le procureur de la République et les parents, donc le père ou la mère, les tuteurs et le subordonné tuteur, l'enfant lui-même
peut venir devant le juge des mineurs pour demander à ce qu'on prenne une mesure de protection à sa faveur. Moi, j'étais à Birni il y a quelques années de cela. C'était une fille qui était au collège, donc que les parents voulaient donner à Marais. C'est elle-même qui était venue me trouver dans mon bureau pour me demander à ce qu'une mesure soit prise parce qu'elle ne voulait pas de ce mariage-là. Donc l'enfant lui-même peut venir saisir les juges des mineurs. Donc il y a la juridiction qui est chargée des affaires coutumières, donc la juridiction qui statue en matière matrimoniale. Et il y a la brigade des mineurs aussi. Donc toutes ces personnes-là sont habilitées à saisir les juges des mineurs par rapport à une mesure de protection. Et c'est vrai, il y a une confusion dans la pratique que les justiciables font. Pour le commun des mortels, lorsque par exemple, dès qu'on dit que c'est une question de garde d'enfants, et pour le commun des mortels, automatiquement les gens pensent que c'est le juge des mineurs qui est compétent pour statuer sur la garde des enfants lorsqu'il y a une rupture des liens conjugaux qui intervient au sein d'un couple. C'est vraiment une erreur d'appréciation et une méconnaissance de la procédure qui amène les gens à se comporter de la sorte. La question de la garde d'enfants, elle relève de la compétence d'une autre juridiction. Et pour le cas de Niamey, par exemple, ce sont ce qu'on appelle les tribunaux d'arrondissement communaux. Donc, en dehors de Niamey, par exemple, au niveau des autres tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, il y a les présidents des tribunaux d'instance. Et au niveau des TGI, donc dans les régions, il y a les vice-présidents, c'est-à-dire le juge chargé des affaires coutumières et civiles. Donc ce sont eux qui sont compétents pour statuer sur la question de la garde d'enfants. Donc normalement, lorsqu'il y a une rupture du lien conjugal, même si c'est à la suite d'une répudiation, parce que quand c'est à la suite d'un divorce, puisque le divorce en principe, il intervient toujours devant les juridictions. Donc là, le problème ne se pose pas. Là où le problème se pose, c'est à la suite de la répudiation. Un couple, par exemple, une dame qui est répudiée par son mari, donc avec lequel elle a eu des enfants, donc après la répudiation, généralement, quand il n'y a pas de problème de garde d'enfants, chacun reste dans son coin. Maintenant, c'est quand le problème va se poser et qu'ils viennent au niveau de notre juridiction pour solliciter notre service. Alors, lorsque vous regardez la loi sur l'organisation judiciaire, la loi numéro 2018-37 du 1er juin 2018, notamment à son article 37, elle a bien défini la procédure à suivre en matière de garde d'enfants. C'est-à-dire, lorsqu'il y a, que ce soit le divorce, bon, on prend le cas de la répudiation parce que c'est ça qui pose problème. S'il y a une répudiation, une femme qui est répudiée par son mari, s'il y a des enfants qui sont issus du couple, normalement, c'est à l'époux le plus diligent, ça peut être la mère ou le père, de saisir le juge compétent, c'est-à-dire le juge chargé des affaires civiles et coutumières. Pour les cas de Niamey, par exemple, le président du tribunal d'arrondissement communal. Donc l'époux le plus diligent, il saisit le juge compétent pour qu'il constate, si c'est une répudiation, pour qu'il constate qu'effectivement il a été répudié sur la présentation du papier de répudiation, qu'elle constate. Maintenant, le même juge, s'il y a des enfants qui sont issus du couple, donc normalement, quand il y a un consensus entre le père et la mère par rapport à la garde des enfants, il peut arriver que le couple, que les deux ex-époux s'entendent pour avoir une garde partagée. Par exemple, si c'est deux enfants, le peut prendre un enfant, la mère peut prendre l'autre. Donc là, s'il y a un consensus par rapport à ça, donc le juge, il homologue donc l'accord qui est intervenu entre les parties. Maintenant, s'il n'y a pas d'accord, en ce temps-là, il va ouvrir un dossier pour statuer sur la garde des enfants. Si par exemple, il décide d'accorder la garde des enfants à la femme, là, il met à la charge de l'époux ce qu'on appelle le paiement de la pension alimentaire qu'il va fixer selon une certaine périodicité. Ça peut être, le versement peut être mensuel, hebdomadaire ou trimestriel selon les cas. Donc, le mari aussi qui n'a pas la garde des enfants, il conserve ce qu'on appelle les droits de visite et d'hébergement. C'est-à-dire, il a les droits, bien que les enfants ne sont pas sous sa garde, le juge va fixer en tout cas une certaine périodicité pendant laquelle il va recevoir la visite de ces enfants-là et de les héberger, selon une certaine périodicité. Maintenant, si c'est le mari aussi qui a la garde des enfants, donc là, il n'y a pas de paiement de pension alimentaire, puisque là, ils sont
sous la garde du mari, donc c'est lui qui le prend en charge. Mais la mère aussi, elle conserve un droit de visite et d'hébergement par rapport à ses enfants. Donc voilà un peu la procédure. Donc pour récapituler, vraiment la question de la garde des enfants, le juge des mineurs, son domaine il intervient lorsque seulement l'enfant est en danger. Parce qu'il peut y avoir la précision qu'il faut apporter. Même lorsque, et même après, à la suite d'une rupture du lien conjugal, le juge des mineurs peut être compétent à prendre une mesure de protection. Et lorsque les mineurs qui sont concernés, lorsqu'ils sont en danger, c'est-à-dire les critères déterminants, les critères de compétence du juge des mineurs en matière de protection, c'est la notion de danger. Il faut que l'enfant soit en danger, il faut que sa santé, sa sécurité, sa moralité ou les conditions de son éducation soient gravement compromises. Là, en ce temps-là, même si c'est à la suite d'une rupture du lien conjugal, le juge des mineurs peut intervenir pour prendre une mesure de protection s'il est établi que l'enfant est en danger. Mais s'il n'y a pas de danger, c'est juste à la suite d'une rupture du lien conjugal par répudiation ou par divorce, là, ce sont les juges chargés des affaires civiles et coutumières, et pour le cas d'Inémé, donc le président des tribunaux d'arrondissement communaux, qui sont compétents au statut sur la garde des enfants. Donc moi, j'invite en tout cas les justiciables à avoir le réflexe, lorsqu'il y a une rupture du lien conjugal, donc au sein d'un couple, s'il y a des enfants, moi j'invite en tout cas les justiciables à avoir les réflexes d'aller systématiquement vers le juge chargé des affaires civiles et coutumières, donc pour le cas d'Inémé, le président des TAC, et pour d'abord qu'il constate la répudiation, si c'est une répudiation. Ensuite, s'il y a des enfants qui sont issus du couple, qu'il prend une ordonnance pour statuer sur la garde des enfants. Mais dans la pratique, les gens viennent ici chez nous, c'est quand le problème se pose. C'est-à-dire, le plus souvent, c'est 1 an, 2 ans après la rupture du lien conjugal, et la dame va venir se présenter à ton cabinet pour te dire que bon, son mari l'a répudié à 2 ans de cela, mais il refuse de lui permettre de voir ses enfants. Alors que si elle l'avait fait en amont, le problème n'allait pas se poser, il y aurait une décision de justice. Parce que s'il y a une ordonnance qui s'agit sur la garde et que l'un des époux fait obstruction à cette décision-là, il peut, comment on appelle ça, faire l'objet de poursuites pénales. Parce qu'il y a c'est une infraction qui est prévue par le code pénal. Bon, il n'y a pas de période. Il n'y a pas de période. En fait, c'est vrai dans, comment on appelle ça, en matière coutumière, de notre coutume, puisque la coutume germain islamisée ou rossa islamisée, les gens disent que, par exemple, lorsque l'enfant n'a pas atteint l'âge de 7 ans, il reste avec sa mère au-delà de 7 ans, et donc le père peut demander chercher à avoir la garde d'enfant. En fait, ça, ce sont nos coutumes. Mais vous savez, le Niger aussi a ratifié un certain nombre d'instruments juridiques internationaux, notamment la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette convention, elle a posé dans un de ses articles une disposition, un principe extrêmement important, c'est celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire, même si, qu'est-ce que ce principe-là veut dire? Ce principe-là voudrait tout simplement dire que lorsqu'il y a une décision à prendre, que ce soit devant les autorités judiciaires ou administratives, la considération primordiale qu'il faut prendre en considération, c'est l'intérêt de l'enfant. Dans toute décision, il faut mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça veut dire quoi concrètement? Lorsque, par exemple, même un enfant qui a âgé, par exemple, de 10 ans, on suppose que normalement, il doit être, par exemple, si c'est un enfant de sexe féminin, qu'il doit être avec sa mère. Mais si, par exemple, il se trouve que la mère, c'est une femme qui est de mœurs légères, ou c'est une prostituée, par exemple, là, l'intérêt supérieur de l'enfant peut commander, à la suite d'une enquête sociale, bien évidemment, peut amener les juges à prendre une décision et confier, comment on appelle ça, l'enfant au père et non à la mère. Donc, il n'y a pas, comment on appelle ça, un âge où on dit qu'avant lequel l'enfant doit être avec sa mère et après tel âge, il doit être avec le père. Non, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant tel que la Convention internationale des droits de l'enfant l'a prévu. Et le même principe a été reconduit par la loi 2014 et 72 du 20 novembre 2014 sur les juridictions des mineurs. Donc vraiment, en la matière, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui prime.
il y a une infraction qui est prévue dans le code pénal qu'on appelle la non-représentation d'un enfant, et qui est prévue par le code pénal. Par exemple, lorsque le juge, à travers son ordonnance, décide par exemple de confier la garde de l'enfant à un des parents et que l'autre refuse de le représenter, c'est une infraction qui est prévue par la loi. Ça, c'est un premier aspect par rapport à ça. Maintenant, il y a une autre infraction aussi, surtout qu'on peut, comment on appelle ça, coller à la personne, c'est la résistance à l'exécution d'une décision de justice. Donc il y a vraiment des infractions qui sont prévues par le code pénal et par rapport à ça. De plus en plus, et on est en tout cas un peu envahi par des femmes qui viennent, donc les femmes répudiées, et qui viennent pour des questions de garde d'enfants. Donc à chaque fois, moi je les oriente donc, en fonction donc, du lieu du domicile du conjoint, donc de l'ex-conjoint, j'essaie de les orienter au niveau des juridictions compétentes, au niveau des TAC, du tribunal d'arrondissement communal compétent, quoi, pour qu'ils puissent gérer ça. Parce que les gens n'ont pas compris jusqu'à présent, peut-être c'est un problème de manque de vulgarisation de la juridiction des mineurs, qui fait que, bon, dès qu'il y a une question qui concerne la garde d'enfants, automatiquement les gens pensent que c'est le juge des mineurs qui est compétent. S'il n'y a pas de danger, si c'est juste une question de garde d'enfants et que les deux parents se disputent, donc là, c'est le juge chargé des affaires civiles et coutumières, donc pour les cas d'Niamey, le président des tribunaux d'arrondissement communaux, et ce sont eux qui sont compétents pour statuer sur cette question de garde d'enfants. C'est une décision qui est susceptible de voie de recours. Mais la particularité de la décision sur la question, et comment on appelle ça, des pensions alimentaires et des gardes d'enfants, c'est une décision qui est exécutoire par provision, c'est-à-dire, nonobstant une voie de recours, nonobstant l'appel, c'est une décision qui est exécutoire par provision. Donc elle bénéficie de ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Même si l'une des parties fait appel, donc c'est une décision qui est exécutoire pour provision, c'est-à-dire qui bénéficie de l'exécution provisoire. Parce que les questions alimentaires, les pensions alimentaires, quand même, c'est des questions, en tout cas, qui sont très vitales. Ça ne doit pas souffrir quand même comment on appelle ça, de voies de recours, quoi. Ça ne doit pas être bloqué. Donc leur exécution du fait que, par exemple, le mari a interjeté appel parce qu'il estime que la pension alimentaire est exorbitante, par exemple.